À la suite d'une disparition inexpliquée, il est facile d'imaginer le pire, mais les statistiques montrent que les chances que les personnes disparues ne soient pas retrouvées sont très faibles. Rien qu'au Royaume-Uni, seulement 1% des adultes qui disparaissent restent introuvables pendant plus d'un mois. Ce n'est pas parce que quelqu'un a disparu que cela signifie forcément qu'il se passe quelque chose de sinistre. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 3 cas étranges de personnes qui ont disparu puis réapparu. Cheryl Ann Barnes. Cheryl Ann Barnes, âgée de 17 ans, a été vue pour la dernière fois dans la ville de Bushnell, en Floride, le 3 janvier 1996, alors qu'elle se rendait à l'école. Lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle cet après-midi-là, ses grands-parents ont commencé à s'inquiéter, notant que ce n'était pas dans les habitudes de la jeune fille. Dans les heures qui ont suivi, les autorités ont commencé à rechercher Cheryl, découvrant finalement qu'elle avait retiré $100 de son compte bancaire à un distributeur automatique. Cela a amené les enquêteurs à soupçonner que quelqu'un avait enlevé la jeune fille de 17 ans. 4 jours après sa disparition, on a découvert qu'elle s'était présentée dans une église en Pennsylvanie, mais elle a donné un faux nom au pasteur. Les autorités ont ensuite sollicité l'aide de l'émission télévisée America's Most Wanted pour la retrouver. Pendant des semaines, personne ne savait ce qu'était devenue l'adolescente, mais début février, les enquêteurs ont obtenu leur premier indice dans l'affaire lorsque la police de New York a découvert sa voiture. Une Mazda de 1988 a abandonné à Manhattan. Le véhicule a été remorqué après avoir été garé illégalement près de l'Empire State Building. Mais plusieurs jours se sont écoulés avant que le lien ne soit établi entre la Mazda et l'adolescente disparue. Le 7 février, cependant, une autre avancée a eu lieu lorsque les journaux télévisés ont diffusé des reportages sur son affaire et ont inclus la photo de Cheryl. Une infirmière qui travaillait au Beth Israel Medical Center à Manhattan l'a immédiatement reconnue comme étant l'adolescente sans nom qu'elle soignait à l'hôpital. Cheryl était arrivée à l'hôpital après avoir été retrouvée dans la ville, assise dans un banc de neige portant un gilet pare-balles. Elle était inconsciente et le personnel de l'hôpital a été soulagé quand elle a repris connaissance. Elle était désorientée et incapable de se rappeler comment elle était arrivée à New York ou même son propre nom. Le personnel l'a simplement surnommée Jeanne Doe jusqu'à ce qu'elle soit finalement retrouvée et identifiée par les autorités. Après avoir été retrouvée, Cheryl a été rendue à sa famille, mais elle souffrait encore d'amnésie. On ignore ce qu'elle a fait pendant 2 des 5 semaines où elle a disparu. 3 semaines ont été passées dans l'unité psychiatrique de l'hôpital, où les médecins l'ont décrite comme souffrant d'un type d'amnésie déclenché par un traumatisme psychologique. Bien que des allégations aient émergé peu de temps après, selon lesquelles elle aurait été abusée sexuellement par son père, on ignore s'il y a une part de vérité dans ces affirmations. Les circonstances exactes de la disparition de Cheryl restent floues, même aujourd'hui, sa famille rejetant l'idée qu'elle ait fui à cause de mauvais traitements à la maison. Cependant, Bill Barnes Sr., l'oncle de Cheryl, n'a pas pu fournir certaines informations sur ce qui aurait pu provoquer son comportement inhabituel. 1 mois seulement avant la disparition de Cheryl, son père avait épousé l'une de ses meilleures amies, qui n'avait que 18 ans à l'époque. Il a affirmé que sa petite fille avait peut-être été un peu embarrassée par ces événements. Un article publié en avril 1996 par le Tampa Bay Times a observé que Cheryl avait changé dans les mois qui ont suivi son retour à la maison, la décrivant comme étant autrefois désordonnée, insouciante et extravertie, et maintenant plus calme, plus ordonnée et réservée. Bien qu'elle se souvienne comment résoudre certaines équations mathématiques, et qu'elle se rappelle même certains de ses hymnes préférés, elle ne pouvait toujours pas se souvenir comment elle s'était retrouvée à New York en portant un gilet pare-balles. Il paraît qu'elle ne parlait pas beaucoup de sa disparition et n'a jamais donné d'informations concernant les allégations selon lesquelles elle aurait été maltraitée chez elle. Elle n'avait également aucun intérêt à parler aux médias. Bien que les autorités aient conclu qu'elle avait fugué de chez elle, sa famille a continué de croire qu'elle avait été enlevée par quelqu'un. Pendant ce temps, son père, qui avait été tourmenté par une mauvaise publicité à cause des accusations portées contre lui, a déménagé à Chicago avec sa femme de 18 ans. À ce jour, de nombreuses questions subsistent dans l'affaire de Cheryl. Richard Hoagland.
Linda Eisler se souvenait que son mari, Richard Hoagland, était un homme spontané, accompli et agréable à côtoyer. Le couple s'était marié en 1982 et d'après tous les témoignages, ils menaient une belle vie. Ils avaient un revenu stable, une grande maison dans l'Indiana pour élever leurs 2 enfants et partaient en voyage vers des destinations passionnantes et exotiques. Mais alors que pour Linda, tout allait pour le mieux, il en était manifestement autrement pour Richard, comme sa disparition en 1993 allait le montrer. Le 10 février de cette année-là, Richard a appelé Linda alors qu'elle était au travail et lui a dit qu'il se sentait si mal qu'il devait aller aux urgences. Elle lui a dit d'attendre et qu'elle irait avec lui, mais il lui a répondu qu'il ne pouvait pas. Dans les heures qui ont suivi, Linda a appelé plusieurs hôpitaux locaux pour avoir des nouvelles de son mari, mais il n'avait été admis dans aucun d'entre eux. En rentrant chez elle, elle a découvert que rien n'avait bougé. Sa brosse à dents, sa carte d'identité et ses vêtements, elle étaient là toujours là. Il n'avait même pas pris de veste, malgré le temps froid. Richard a laissé derrière lui sa femme et leurs 2 fils, Matthew, 9 ans, et Douglas, 6 ans. Cet été-là, les 2 enfants ont reçu pour leur anniversaire des cartes contenant $50. La carte de Doug disait « Peut-être que bientôt nous pourrons nous revoir. Je parie que je ne le saurai même pas. Ça fait tellement longtemps. Écoute maman, salut papa. » Malgré cela, les cartes de leur père n'étaient bientôt pas régulières. Matthew se rappelait qu'au début, on se disait que ça ne durerait pas et qu'il reviendrait vite. Mais pendant des décennies, la famille n'a plus jamais revu Richard. Peu de temps après sa disparition, les autorités ont découvert la voiture de Richard abandonnée à l'aéroport international d'Indianapolis, mais il n'y avait aucune trace d'un Richard Hoagland sur les vols et son passeport a été retrouvé au domicile familial. Avec le départ de Richard, la famille a dû se débrouiller seule. Ils ont perdu leurs biens et ont dû faire appel à l'aide financière de la mère de Linda. Linda s'est mise à vendre ce que son mari avait laissé derrière lui, y compris ses costumes de créateur. Elle se souvenait à quel point elle était bouleversée, notant « Il nous a dévastés, il nous a laissés sans rien, absolument rien, j'étais vraiment brisée ». Elle se demandait aussi « Comment peut-on abandonner ses propres enfants? Comment peut-on leur tourner le dos ?» En 2003, 10 ans après que sa famille l'ait vu pour la dernière fois, Richard a été déclaré mort. Linda a poursuivi sa vie et a fini par se remarier. Pendant 23 ans, le lieu où se trouvait son ancien mari est resté inconnu. Ce n'est qu'à l'été 2016 qu'il a finalement été retrouvé, lorsqu'une femme nommée Cynthia Budznak a découvert, lors d'un projet de généalogie, qu'une série d'activités se déroulait sous le nom de son frère décédé, Terry Simansky, un pêcheur qui était mort en 1991 lors d'un accident de bateau. Il est indiqué que Terry s'était marié 2 ans après sa mort et qu'il avait eu un enfant. Suite à la découverte de cette activité, elle a averti la police qui a rapidement découvert la véritable identité de l'homme, se faisant passer pour Terry Simansky, et tout a été révélé. Richard vivait dans la petite ville de Zephyr Hills, en Floride, où il s'était remarié, avait acheté une propriété et un avion, obtenu sa licence de pilote et eu un autre enfant. Tout cela en utilisant l'identité de Terry. Les enquêteurs ont déterminé qu'après avoir fui l'Indiana et sa famille, Richard s'était rendu en Floride où il avait loué une chambre chez le père de Terry. Pendant son séjour, il écoutait le vieil homme raconter des histoires sur son fils décédé et a finalement découvert son certificat de décès et l'a volé. Il s'en est servi pour demander un acte de naissance, puis il a pu obtenir un permis de conduire et s'établir sous le nom de Terry Simansky. Les autorités ont également découvert que sa nouvelle épouse avait noté qu'elle se posait des questions sur son passé, mais il trouvait toujours une raison ou une explication. Bien que Richard ait été approché par les enquêteurs, il a d'abord soutenu qu'il était Terry Simansky. Ce n'est qu'après avoir vu le certificat de décès de Terry qu'il a avoué la vérité. Sa nouvelle femme et son enfant ont été choqués d'apprendre qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Richard a affirmé qu'il avait disparu à cause de problèmes familiaux avec sa femme et ses enfants. Richard, alors âgé de 63 ans, a rapidement été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, dont l'usurpation d'identité. Il a d'abord plaidé non coupable, mais il a finalement changé son plaidoyer en coupable. Il a purgé près de 2 ans dans une prison fédérale et il est retourné dans l'Indiana à sa libération. En 2018, il a été condamné à verser près de 2 millions de dollars d'arriérés de pension alimentaire, bien que Linda et ses 2 enfants ne croient pas qu'ils en verront un seul centime. Mathieu, son fils aîné, a déclaré « Je pense qu'il s'est retrouvé avec les mauvaises personnes et s'est laissé emporter par quelque chose qu'il a dépassé. » Il a ajouté qu'il possède une bague de son père, qu'il porte tous les jours. Je cite « Mais je pense que je la porte pour me rappeler un mauvais exemple. »
Craig Williamson. Craig Williamson, âgé de 49 ans, semblait tout avoir au moment de sa disparition en 1993. 3 ans plus tôt, il avait épousé Christine Reinhardt dans le cadre pittoresque du lac Tahoe. Au fil de leur relation passionnée, on disait qu'ils étaient profondément amoureux et ensemble, ils espéraient se lancer une entreprise d'élevage de poissons. Après s'être mariés, le couple a acheté une ferme dans le Wisconsin, l'état d'origine de Christine, et a commencé à élever du tilapia qu'ils espéraient vendre dans tout le pays. Mais en 1993, la vie de Christine a été bouleversée lorsque son mari n'est pas rentré d'un voyage d'affaires. Le 28 août, Craig est parti pour Colorado Springs afin de rendre visite à une pisciculture avec laquelle le couple avait commencé à faire des affaires. Christine a eu de ses nouvelles pour la dernière fois vers 21h, le 30 août, alors qu'il parlait au téléphone pendant que Craig était dans un motel. Au cours de l'appel, il a demandé à sa femme de le rappeler à 5h30 le lendemain matin pour qu'il puisse commencer tôt, mais ses appels sont restés sans réponse. Lorsqu'elle a contacté l'hôtel et leur a demandé de vérifier, ils ont trouvé sa chambre vide. Bien que Christine ait contacté les enquêteurs peu de temps après, ils lui ont dit qu'elle devrait attendre 24 heures avant de déposer un signalement pour disparition. Plus tard dans la même journée, les cartes de crédit de Craig ont été retrouvées à El Paso, au Texas, à plus de 600 miles au sud de Colorado Springs. La voiture de location qu'il utilisait durant son voyage a été retrouvée 2 semaines plus tard à Juarez, au Mexique, juste au-delà de la frontière. Les enquêteurs ont examiné les lieux, incertains de ce à quoi s'attendre, mais ils ont déterminé qu'il n'y avait aucun signe de jeu déloyal. La voiture semblait avoir été abandonnée, mais rien n'indiquait qu'il s'était passé quelque chose de sinistre. Christine voulait des réponses, mais la police lui a fourni peu d'informations. En conséquence, Christine a décidé de mener sa propre enquête et est arrivée à Colorado Springs le 14 septembre, seulement quelques semaines après avoir eu des nouvelles de son mari pour la dernière fois. Elle a découvert que ses affaires avaient été laissées à l'hôtel où il séjournait, mais sa chambre, tout comme la voiture de location, ne contenait absolument aucune preuve indiquant qu'il s'était passé quelque chose de grave. Pourtant, Christine a émis l'hypothèse que Craig avait été attaqué le jour de sa disparition, ce qui l'aurait laissé blessé et désorienté. Elle croyait que suite à cela, il était parti, mais elle n'était pas sûre de savoir où. Un témoignage potentiel concernant Craig a émergé après plusieurs reportages avec des chaînes de télévision du Wisconsin et du Colorado qui ont diffusé l'histoire. Quelques jours après la première diffusion de l'affaire à la télévision, une femme nommée Judy Inman s'est manifestée. Elle a affirmé que 2 semaines après la dernière fois que Craig avait donné de ses nouvelles, elle se trouvait dans un train allant de son état d'origine, le Montana, vers Washington, lorsqu'elle a vu à bord un homme à l'apparence négligée qui ressemblait à Craig. Elle se souvenait qu'il avait parlé d'aquariums et de poissons venant de l'étranger, et, en tant qu'infirmière, elle était certaine qu'il avait subi une sorte de traumatisme crânien. Ce témoignage en particulier a été un certain soulagement pour Christine. Elle croyait fermement que Judy Inman avait vu Craig, surtout puisque l'homme avait parlé de poissons. Elle a aussi supposé qu'il était parti pour Washington, lieu de leur première rencontre. Christine a ensuite quitté le Colorado et s'est rendue à Washington pour essayer de le retrouver, et elle a même pris le train du Montana à Washington dans l'espoir de croiser l'homme que le témoin avait vu afin de déterminer une bonne fois pour toutes s'il s'agissait vraiment de Craig. Mais à la fin du mois de décembre, Christine cherchait toujours. Le lendemain de Noël, elle a montré à Judy Inman des photos des gares sur l'itinéraire qu'elle avait emprunté, et Judy a déterminé que l'homme était descendu à Wishram dans l'état de Washington. Christine a supposé que son mari avait confondu Wishram avec Washougal, où il avait vécu dans les années 80. Le fils de Craig, issu d'une relation précédente, s'est rapidement rendu à Wishram, où il a affiché des avis de recherche, mais cela n'a donné aucun résultat. Au cours des années suivantes, Christine a gardé la conviction que Craig avait été blessé et qu'elle le reverrait un jour. Les enquêteurs avaient cependant plusieurs théories distinctes. Malgré l'absence d'indications de jeu déloyal, certains soupçonnaient qu'il avait été tué et que sa voiture avait été abandonnée au Mexique par l'auteur du crime. D'autres, cependant, ont avancé la théorie que Craig était parti volontairement, abandonnant son ancienne vie pour recommencer à zéro. Ce groupe d'enquêteurs trouvait étrange que ces cartes de crédit aient été laissées de cette manière, mais plus intéressant encore était le fait que des poils de barbe coupés avaient été retrouvés dans le véhicule de location. Un examen minutieux et des analyses des poils ont révélé qu'ils avaient été coupés avec des ciseaux, ce qui indique que Craig aurait pu changer d'apparence en se taillant la barbe.
Parmi les autres détails notables, on sait qu'il avait 25 000 $ sur lui au moment de sa disparition. Et le véhicule qu'il conduisait à ce moment-là ne contenait ni réservoir, ni nourriture pour poissons, ni glacière, en somme rien de ce dont il aurait eu besoin pour transporter des poissons. Selon les autorités, il aurait fui pour échapper à ses responsabilités dans la gestion de l'entreprise. Lui et Christine avaient en investi tout leur argent dans la pisciculture et avaient en plus emprunté 400 000 $ supplémentaires. L'affaire de Craig a été présentée dans l'émission Mystère, non résolue en mai 1994, et un peu plus d'un an plus tard, en juillet 1995, un homme se faisant appeler Ron a vu une rediffusion de l'épisode. Ron s'est reconnu sur les images et a compris qu'il était l'homme disparu. Au moment de sa réapparition, Craig vivait à Key West, en Floride. Il a contacté les autorités et a expliqué qu'il avait peu de souvenirs de son séjour à Colorado Springs, sauf qu'il avait été agressé et attaqué. Il pensait avoir souffert d'amnésie, un état qui avait été aggravé par le fait qu'il avait subi une commotion cérébrale plusieurs mois avant sa disparition. Il a déclaré qu'il pensait s'appeler Ron, car il s'était réveillé à l'hôpital après qu'on lui ait donné ce nom. Après sa sortie de l'hôpital, il a passé quelque temps à errer à travers le pays avant de finalement s'installer à Key West, où il a commencé à travailler comme plongeur. Craig n'avait aucun souvenir de sa femme, de son ex-femme ou d'autres membres de sa famille. Bien qu'il ait retrouvé Christine quelques jours après avoir été retrouvé, le couple a finalement divorcé mais est resté amis. Un voyage à Colorado Springs n'a pas permis à Craig de retrouver la mémoire et, après leur séparation, Craig est parti en Californie où il avait des amis, tandis que Christine est allée dans le Wyoming pour recommencer sa vie. Malgré les affirmations de Craig, certains enquêteurs soupçonnent toujours que l'homme de 49 ans s'est enfui pour échapper à sa nouvelle vie. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.